Bonjour et bienvenue à cette initiation à l'interprétariat pour bénévoles. Je m'appelle Carmen Delgado-Luchner, je suis interprète de formation et je forme moi-même des interprètes depuis à peu près une dizaine d'années. Le propos de cette vidéo est de vous sensibiliser au rôle d'interprète. En 30 minutes, on ne fait pas une formation professionnelle. Il s'agit vraiment de vous donner un kit de premier secours avec quelques outils que vous pouvez utiliser dans ce rôle d'interprète. Cela ressemble un peu au cours samaritain, au cours de premier secours que vous avez peut-être fait pour obtenir le permis de conduire. Vous n'êtes pas pour autant, grâce à ce cours, devenu médecin. Les groupes cibles de cette vidéo, eh bien, il y en a deux. Un groupe cible direct et un indirect. Le groupe cible direct, ce sont les interprètes bénévoles. Je veux vous aider à avoir plus conscience de votre rôle, à trouver la bonne distance et à vous protéger dans certaines situations qui peuvent être compliquées. Mon deuxième groupe cible, indirect, celui-là, ce sont les personnes réfugiées. Lorsque nous avons des interprètes qui sont conscients de leur rôle et de leurs limites, cela permet aux personnes réfugiées de mieux communiquer avec les institutions ou associations d'accueil en Suisse, grâce à une meilleure interprétation. Lorsque vous vous engagez comme bénévole, une première question à vous poser, c'est ce qui vous motive à le faire. Soyez très au clair sur votre propre motivation. Pourquoi voulez-vous vous engager? Pourquoi sentez-vous le besoin de vous engager dans cette situation? Et la motivation va toujours de pair aussi avec les compétences. Il y a toujours ce que je veux faire d'un côté, ce qui me motive, et ce que je peux faire, ce que je peux apporter d'utile dans cette situation. Lorsqu'il y a un déséquilibre entre ce que je veux faire et ce que je peux faire, je risque d'être frustrée et déçue au bout de mon engagement. Pour être interprète, il y a donc un certain nombre de compétences que vous devez apporter, un certain nombre d'exigences auxquelles vous devez satisfaire. Il y a évidemment les compétences linguistiques. Si vous êtes bénévole dans cette situation, c'est parce que vous parlez une des langues qui est pertinente dans la situation actuelle. Ce qui vous aidera aussi, c'est une connaissance des différents systèmes, des connaissances un petit peu générales, des pays d'où viennent les personnes, mais aussi de la Suisse, des systèmes, systèmes scolaires, systèmes de santé, institutions, etc. Et les interprètes professionnels, dans le cadre de leur formation, acquièrent aussi des connaissances de base dans différents domaines de spécialisation, que ce soit la médecine, que ce soit l'asile par exemple, le domaine juridique ou d'autres. Il y a également des compétences, je dirais, interpersonnelles qu'un interprète doit avoir, notamment la capacité d'empathie, mais qui va toujours de pair avec une capacité de distanciation également. Il faut être ni trop près, ni trop loin. J'y reviendrai dans la deuxième partie de mon exposé. Les interprètes ont également besoin d'un esprit d'analyse et de synthèse. Vous devez comprendre ce que dit une personne pour ensuite pouvoir le transmettre dans l'autre langue. Par ailleurs, pour être interprète, lorsqu'on agit dans des situations, surtout des situations d'urgence comme la situation actuelle, il est important que vous apportiez une attitude calme et posée et que vous renforciez pas des tensions existantes. Si vous n'êtes pas calme et posé, vous ne pourrez pas non plus vous concentrer. Et la concentration est absolument nécessaire pour pouvoir interpréter. Il y a également des risques du métier qui sont associés au rôle ou au métier d'interprète. Un des risques, c'est que lorsqu'on fait mal son travail ou lorsqu'on n'a pas tout à fait compris les enjeux ou compris les intentions des personnes qui parlent, on peut empirer les conflits ou empirer les problèmes de communication comme les malentendus, etc. Ça, c'est un risque pour les parties impliquées dans le trialogue. Mais il y a également des risques pour les interprètes eux-mêmes. Un risque important est le traumatisme secondaire. J'y reviendrai dans la deuxième partie de mon exposé. Cela veut dire simplement que ce que nous entendons comme interprètes à longueur de journée par des personnes qui peut-être sont traumatisées et qui racontent leur traumatisme peut laisser des traces chez nous comme interprètes. Un autre risque, surtout dans une situation comme la situation actuelle, c'est le risque de surménage et de sursollicitation. Surtout si vous partagez votre numéro personnel, par exemple. À ce moment-là, vous courez le risque qu'on vous appelle jour et nuit et que vous n'ayez plus du tout de temps pour vous.
Le rôle d'interprète est un rôle qui est précieux et qui est important, mais c'est aussi un rôle qui a des limites très claires. Et dans ce rôle, généralement, nous sommes là pour faciliter la communication. Nous ne prenons pas de décisions importantes quant à l'issue d'un entretien ou une décision, par exemple, sur une demande d'asile ou une demande de protection. Et cela peut entraîner des frustrations en lien avec les limites de notre propre influence. Comment se passe la communication avec un ou une interprète? Eh bien, généralement, dans la vie de tous les jours, nous communiquons directement avec des personnes. Et cela doit toujours être votre point de référence, votre point de comparaison. C'est la communication sans intermédiaire. Généralement monolingue, mais il arrive aussi que des personnes se parlent en mélangeant deux langues, ou une personne parle dans une langue que l'autre comprend et l'autre répond dans une autre langue. Mais il n'y a personne entre deux. Je communique et mon interlocuteur comprend directement mon message et peut donc réagir directement à mon message. Un interprète intervient uniquement lorsque cela n'est pas possible. Les interprètes sont là parce que les deux parties qui souhaitent communiquer n'ont pas de langue commune pour le faire. Ça semble banal, mais c'est une première information très importante à retenir. Si vous êtes là comme interprète, c'est parce que on a besoin de vous pour assurer la communication. Mais la communication doit toujours se passer entre les deux personnes. La situation d'une communication, d'une conversation avec un interprète est donc fondamentalement différente d'une communication ou d'une conversation à trois parties. Ce n'est pas une conversation entre trois amis ou trois parties prenantes. C'est une conversation entre deux parties prenantes avec une personne qui est là pour aider les deux autres à communiquer. Et donc ce triangle illustre cette interaction qu'on appelle triadique en interprétation. Elle montre que la communication, l'axe vert, passe toujours entre les deux personnes, les deux interlocutrices principales, et que l'interprète est là, mais qu'il y a une ligne mentale, cette ligne bleue pointillée, à ne pas franchir, parce que l'interprète n'a pas exactement le même statut que les deux autres personnes. La situation idéale, c'est lorsque les deux personnes se parlent. Donc, se parlent, ça veut dire elles s'adressent la parole, elles se regardent, elles se parlent à la première personne, et l'interprète peut simplement jouer son rôle d'intermédiaire. Pour que cela soit possible, il faut que tout le monde fasse confiance à l'interprète. Il faut que l'interlocuteur se dise que son message est entre de bonnes mains chez l'interprète et que l'interprète va s'efforcer à rendre son message le plus fidèlement possible dans l'autre langue. Ça, c'est le scénario idéal et malheureusement théorique. Dans la réalité, vous avez sans doute tous et toutes été confrontés à des situations comme ça. Qu'est-ce qui se passe ici? Eh bien, une des interlocutrices, c'est souvent la personne allophone, donc dans ce cas, une personne qui parlerait ukrainien ou russe ou anglais ou polonais, qui ne comprend pas la personne qui est là côté Suisse ou côté pays d'accueil, la personne francophone, et qui s'adresse donc directement à l'interprète. Pourquoi? Parce que c'est ce qu'il y a de plus naturel. Nous avons tous envie de parler avec la personne qui nous comprend. Parler à travers un interprète, ce n'est pas naturel pour les gens. Ce n'est pas ce qu'on fait au quotidien. Et donc ici, vous devenez interlocutrice. Une personne vous interpelle directement et entame une discussion bilatérale avec vous en ukrainien ou dans une autre langue. Une autre langue que la personne qui est aussi là, la deuxième interlocutrice, ne comprend pas. Et donc, il y a ici une rupture complète du triangle. La flèche verte, elle n'existe plus. Il n'y a plus de communication entre les deux personnes. Et cela peut faire que la personne à droite du triangle, elle se sent exclue. Et cela peut aussi amener des situations où cette personne ne fait plus confiance à l'interprète, puisque l'interprète n'est pas en train de la tenir au courant de ce qui se passe. Donc, on se sent exclu, on se sent à part, on a l'impression de perdre le contrôle sur la situation.
On peut le visualiser très simplement à l'aide du triangle. Mais ce type de changement de la dynamique arrive tout le temps lorsqu'on interprète. Le triangle, c'est une manière de le visualiser au niveau macro, au niveau général. Mais au niveau micro, nous avons tout le temps des petits glissements de perspective comme ça. Là, j'ai une cliente qui me dit en anglais, I would like to stay with my aunt in the canton of Bern. Et comme interprète, je dois prendre une décision. J'ai deux options. Je vais transmettre ce message à l'autre personne qui parle français. Option 1, discours indirect. Elle dit qu'elle veut rester chez sa tante à Berne. Option 2, je veux rester chez ma tante à Berne. Je répète simplement en discours direct ce que dit la personne. En interprétation, on préconise toujours la deuxième option, le discours direct. Lorsque vous êtes là comme interprète et que vous clarifiez que vous êtes là comme interprète, le discours direct n'amène aucune confusion. Lorsque je dis, en tant qu'interprète, je dis je veux rester chez ma tante à Berne, la personne qui m'écoute, elle sait que ce n'est pas moi, Carmen, qui parle. Elle sait que je suis en train de dire ce que l'autre personne a dit. Il n'y a donc pas de confusion. Par contre, le discours indirect peut entraîner des confusions. Et surtout, le discours indirect entraîne une situation où nous aurons ensuite exactement ceci. Pourquoi? Parce que si je dis elle veut rester chez sa tante à Berne, la réponse logique de la part de l'assistante sociale, par exemple, qui est de l'autre côté, la réponse logique, c'est dites-lui que cela ne va pas être possible. Et qu'est-ce que nous avons dans cette situation? Eh bien, nous avons deux personnes qui, indépendamment l'une de l'autre, parlent avec l'interprète. Et l'interprète parle avec chacune des interlocutrices de l'autre. Mais il n'y a plus de communication directe entre les deux parties. Donc, généralement, première chose à retenir, on préconise l'utilisation de la première personne. C'est aussi moins fatigant pour vous. Vous ne devez pas réfléchir à comment utiliser le discours direct, le subjonctif, etc. Vous répétez simplement ce que la personne dit. Surtout pour des segments plus longs, c'est ce qu'il y a de plus facile. Il y a des exceptions à cette règle ou à ce conseil. Lorsque vous êtes dans une situation où les propos deviennent extrêmement durs et extrêmement difficiles. Si vous êtes dans une situation où une personne raconte la perte de son enfant, par exemple, ou une personne raconte une agression sexuelle, une expérience de torture, à ce moment-là, c'est extrêmement dur pour moi comme interprète de m'entendre dire ces choses-là à la première personne. Pour me préserver et pour trouver une distance mentale avec ça, je vais donc à ce moment-là avoir recours à la troisième personne. Je ne vais pas m'entendre dire j'ai été torturée parce que ça va m'affecter de le dire comme ça. Je vais dire elle a été torturée pour prendre mes distances. Mais si je dis toujours tout à la troisième personne, cette stratégie, elle fonctionne plus. Parce qu'à ce moment-là, je suis plus en train de prendre de la distance. En fait, la distance est toujours la même. Dans leur travail, les interprètes sont guidés par des principes déontologiques. Vous trouverez le lien vers le code déontologique des interprètes, le code professionnel des interprètes communautaires en Suisse, dans la description en bas de cette vidéo. Il y a d'autres codes déontologiques dans d'autres pays. Dans ces codes déontologiques, on trouve tout d'abord, en Suisse, dans l'introduction, des attitudes fondamentales qu'une interprète doit avoir. Ces attitudes sont le respect, la non-discrimination, la tolérance et l'ouverture. Ce sont des attitudes fondamentales que vous devez avoir envers toutes les personnes pour qui vous travaillez. Et ce sont des valeurs aussi auxquelles doivent souscrire les personnes qui, côté suisse, représentent des institutions publiques ou des associations. Donc, en principe, ces attitudes-là, elles sont partagées entre vous et les professionnels ou les représentants des associations en Suisse. Et ces attitudes sont exigibles. Lorsque quelqu'un manque de respect à l'autre dans une situation où j'interprète, je peux demander à ce qu'on se calme, à ce qu'on baisse le ton et à ce qu'on
instaure une communication plus civilisée. Vous n'êtes pas obligé d'accepter qu'on vous engueule ou qu'on vous insulte dans le rôle d'interprète. Il faut néanmoins trouver un équilibre entre la tolérance que vous devez avoir et ce que vous exigez envers les autres. Il y a évidemment, lorsque des personnes sortent d'une zone de guerre, lorsque des personnes sont traumatisées, n'ont pas dormi depuis des semaines, sont impatientes, enfin, ne savent pas ce qui va devenir leur vie dans les prochaines semaines, eh bien, il peut arriver que ces personnes-là sortent un peu de leur gond, perdent patience, disent des choses de manière assez abrupte et brutale. Et à ce moment-là, vous devez avoir une compréhension et une tolérance envers ça. Vous ne pouvez pas leur exiger la même chose que ce que vous exigez à la personne qui est là côté Suisse ou côté pays d'accueil et qui n'a pas vécu ces choses-là. Il y a ensuite des principes déontologiques et j'aimerais m'attarder aujourd'hui sur 5 d'entre eux qui me semblent les plus importants. La confidentialité, tout d'abord. Le secret professionnel s'applique à tous les interprètes, même si vous n'êtes pas des interprètes professionnels. Donc, même en tant que bénévole, tout ce que vous entendez en tant qu'interprète est soumis au secret professionnel. Je vous avais dit dans l'introduction que si l'interprète est là, c'est simplement parce que les deux parties n'ont pas de langue commune. Les deux parties sont donc forcées de partager avec vous certaines informations parce qu'elles souhaitent les partager avec l'autre. Mais vous n'êtes pas le destinataire de ces informations-là, elles ne vous appartiennent pas. Vous pouvez partager les informations dans 2 cas de figure. Si vous avez un mandat explicite de la part des parties pour les faire, donc de la part des 2 parties, et si vous sentez le besoin de faire un suivi psychologique ou chercher conseil lors d'une supervision, parce que ce que vous avez entendu comme interprète vous affecte, à ce moment-là, vous pouvez parler de ces situations de manière anonymisée. Vous pouvez dire, aujourd'hui, j'ai dû interpréter pour une femme qui qui n'a pas pu garder son animal de compagnie, elle a dû s'en séparer, c'était extrêmement difficile pour elle, c'était extrêmement dur, je me sentais très impuissante dans cette situation et j'aimerais en parler avec quelqu'un pour une supervision. Ça, vous pouvez le faire. Ce que vous ne pouvez pas faire, c'est donner le nom de la personne, dire où c'était, à quel moment c'était, qui était le nom, quel était le nom du vétérinaire qui était présent, etc., etc. Un autre terme important, qui a énormément de noms différents, c'est la neutralité, multipartialité ou impartialité. Les 3 choses veulent dire la même chose, mais en mettant l'accent sur des aspects légèrement différents. J'avais dit dans l'introduction que l'interprète n'est pas une partie prenante à part entière. Et cela se reflète aussi dans ce principe-là. Vous êtes là pour servir toutes les parties avec la même attention et avec la même conscience professionnelle. Vous n'êtes pas là pour prendre parti uniquement pour une personne dans la conversation. Mais attention, cela ne veut pas dire que vous ne pouvez pas avoir plus d'empathie pour une personne que pour une autre, que vous ne pouvez pas avoir plus de facilité à vous mettre à la place de quelqu'un plutôt que quelqu'un d'autre. Mais malgré votre attitude personnelle envers la personne, vous devez pouvoir interpréter tout ce qu'elle dit, tout ce que dit l'autre partie également. Impartial ne veut pas dire que je suis d'accord avec ce qui est dit ou que je n'ai pas d'opinion sur cela, mais cela veut dire que je suis prête à interpréter aussi des choses avec lesquelles je ne suis pas d'accord et que je ne vais pas essayer de modifier ou de censurer des messages qui me semblent problématiques pour des raisons personnelles. Le message appartient aux orateurs et aux oratrices. Il ne vous appartient pas. Et là, on fait le lien directement avec le principe clé en interprétation, la fidélité. Je vous avais dit, le point de repère est la communication monolingue. Si tout le monde parle la même langue, tout le monde a accès à toutes les informations. Donc même si je fais un petit commentaire à part, la personne, elle va l'entendre et elle va le comprendre. Lorsqu'un interprète est présent, on a souvent tendance à faire des petites conversations en aparté avec l'interprète
et à se dire que ça ne va pas être interprété. Mais la règle générale, c'est que tout est interprété. Tout le monde doit avoir accès à toutes les informations qui sont partagées dans une pièce ou dans une situation donnée. Mais tout interpréter, alors parfois on se heurte aussi aux limites de nos compétences. On ne comprend peut-être pas un mot ou on ne comprend pas un accent. Dans ce cas, il est important de demander. Au lieu de juste inventer quelque chose, si vous n'êtes pas sûr d'avoir compris, vous posez la question. On me demande souvent si les interprètes ont le droit de résumer. La réponse est que oui. Dans certaines situations, résumer peut être une stratégie de survie. Mais attention, généralement, les personnes qui me demandent ça ne parlent pas d'un vrai résumé. Ce qu'elles sont en train de faire, c'est qu'elles ont compris à peu près 50% et du coup, elles interprètent que les 50% qu'elles ont compris. Ça, c'est pas un résumé. Un résumé signifie que j'ai tout compris, j'ai tout entendu et j'ai identifié des éléments, des redondances qui me permettent en fait de redire la même chose de manière plus courte dans l'autre langue, de gagner du temps. Mais pour cela, il est important que j'ai vraiment tout compris et tout entendu pour que je puisse faire une décision qui soit éclairée et pas une décision arbitraire de juste laisser tomber des éléments que j'ai pas entendus ou dont je me souviens pas. Et vous devez aussi informer les parties de ce choix. Si je parle pendant 5 minutes et qu'ensuite mon interprète parle pendant 30 secondes, je ne fais plus confiance à cet interprète, même si je ne comprends pas l'autre langue. S'il y a des asymétries importantes comme ça, vous devez prévenir les parties en disant désolé, là, je suis obligée de résumer parce qu'on n'a plus le temps, etc. Mais généralement, ça doit rester une stratégie exceptionnelle, une stratégie de survie. La règle, c'est que tout est interprété de manière exhaustive et fidèle. Et cela est lié aussi au principe de transparence. Transparence, ça veut dire qu'en tant qu'interprète, je dois m'assurer que tout soit transparent pour tout le monde. Et lorsque des apartés ont lieu dans une langue, je dois rassurer la partie qui reste exclue en rendant cet aparté transparent. Ça veut dire quoi? Si je dois reposer la question, si je dois demander à quelqu'un de répéter, je me tourne vers l'autre partie et je lui dis, permettez-moi juste clarifier quelque chose, je traduis ensuite. Je clarifie et je reviens vers l'autre avec la traduction. Transparence, ça veut dire aussi que je suis transparente sur mes limites. Si je n'ai pas compris, je le dis ouvertement. Si je suis trop fatiguée pour continuer à travailler, si je me rends compte que j'entends plus rien, que je peux plus me concentrer, je demande une pause ou je demande même, dans des cas extrêmes, l'arrêt du mandat et le report à un autre jour si nécessaire. Transparence veut dire enfin que je divulgue les éventuels conflits d'intérêts ou les relations personnelles. Si je me rends compte qu'un sujet m'atteint profondément, qu'une personne m'agace, m'énerve, me met en colère avec ce qu'elle dit et que je ne peux plus traduire de manière impartiale et fidèle ce qu'elle dit, que je ne peux plus résister à la tentation de censurer, de modifier, d'ajouter mon avis, je dois le dire de manière transparente à toutes les parties. Et dans ce cas-là, je dois soit me recuser, soit demander une pause le temps que je me calme, ou demander qu'un autre interprète reprenne à ma place. Un dernier principe concerne votre attitude envers vous-même. Je l'ai mis ici comme réflexion sur soi, mais au final, c'est aussi une bienveillance envers vous-même. Soyez conscient de ce que vous faites à tout moment. Vous devez toujours être capable d'avoir une conscience de ce qui se passe dans la salle. Est-ce que le triangle existe encore? Est-ce que les deux parties se parlent? Est-ce que c'est moi qui suis en train de parler avec chacune des parties, mais elles ne se parlent pas, elles ne se regardent pas? Ensuite, vous devez aussi être très près de vous-même pour comprendre comment ce qui est dit vous affecte. N'oubliez pas ce risque de traumatisme secondaire. Il est réel. Ne vous surmenez pas. Vous pouvez dire non. Vous pouvez prendre congé. Vous pouvez prendre des pauses.
Même comme bénévole, vous pouvez dire quel jour vous êtes disponible et quel jour vous n'êtes pas disponible. Vous n'êtes pas censé être disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Même dans une situation d'urgence, on doit se préserver et on doit prendre des distances par rapport à ce qui se passe. Sinon, vous allez vers un burn-out et vous ne pouvez plus être utile à personne dans le rôle d'interprète d'ici 2 semaines. Ce n'est pas le but. Renseignez-vous auprès des institutions qui vous emploient, qui ont recours à vous comme interprète. Renseignez-vous sur les possibilités de supervision ou de suivi psychologique. Vous en aurez peut-être pas besoin maintenant, peut-être que ça reviendra des mois plus tard. Informez-vous sur vos droits et les options que vous avez. Soyez à l'écoute de vous-même, soyez à votre écoute et surveillez l'impact des énoncés sur vous. Prenez le temps de digérer. Je ne suis pas psychologue, mais je peux vous dire que quelques stratégies sont régulièrement utilisées par les interprètes et ces stratégies fonctionnent selon la personne. Il y a des stratégies qui fonctionnent mieux que d'autres. Réfléchissez aux stratégies qui peuvent fonctionner pour vous. Vous pouvez écrire ce que vous avez vécu dans un journal. Ce n'est pas une violation du secret professionnel si vous le gardez en lieu sûr, évidemment. Vous pouvez faire du sport, de la relaxation, passer du temps avec les enfants, passer du temps avec votre conjoint ou en famille ou avec des amis ou faire un débriefing avec une collègue qui est impliquée dans le même travail et de manière anonymisée. Vous revenez un petit peu sur les événements de la journée et vous en parlez. Ça peut aider. Votre bien-être dans cette situation doit être une priorité pour vous. Nous sommes actuellement dans une situation extrême. Les institutions sont surchargées et personne ne se dit actuellement que le bien-être des interprètes est sa priorité absolue. Il y a d'autres priorités pour tous les acteurs impliqués et c'est normal. Mais pour vous, votre bien-être doit rester une priorité et vous devez faire attention à vous. Personne d'autre ne le fera dans la situation actuelle. Concernant la dynamique de l'interaction à trois ou interaction triadique, 2 éléments à retenir. De manière générale, la gestion de l'entretien, si c'est un entretien formel, la gestion de l'entretien relève de la responsabilité de ce qu'on appelle en Suisse le professionnel ou la professionnelle. C'est la personne qui est là dans sa fonction, que ce soit médecin, infirmière, assistante sociale, etc. L'autre personne est là en tant que personne, pas avec une fonction. Elle est là en tant que personne réfugiée ou personne migrante. C'est comme ça que vous pouvez faire la distinction. Et dans les contextes plus informels, c'est peut-être vous qui allez devoir structurer les choses de manière plus active. Ça veut dire donner la parole, gérer un petit peu les tours, faire en sorte que chacun parle à tour de rôle, qu'une personne parle à la fois, qu'il n'y ait pas plusieurs personnes qui parlent en même temps, etc. Et vous pouvez aussi décider à quel moment vous devez interpréter. Si quelqu'un parle pendant trop longtemps, vous avez le droit de poliment l'interrompre pour dire excusez-moi, il faut que j'interprète maintenant. Ou mettez-vous d'accord sur un petit mot à utiliser pour le faire. De manière générale, restez calme, ne vous laissez pas déborder et demandez une pause ou intervenez si vous en ressentez le besoin. En tant qu'interprète, même bénévole, vous avez des devoirs. Vous devez écouter de façon concentrée, toujours analyser les propos et les restituer de la manière la plus précise possible. Vous devez favoriser l'autonomie des participants, ne pas répondre à leur place par exemple, et ne pas les empêcher d'avoir accès à des informations. Vous devez être là pour toutes les personnes qui participent à la conversation. Vous avez vu ce triangle, vous vous souvenez du cours de géométrie peut-être. Les deux parties du triangle ont la même longueur. Vous êtes à distance égale des deux parties. Vous êtes là pour les deux parties. Vous devez garder le secret professionnel, être transparent sur les changements de rôle. Donc si tout d'un coup vous n'êtes plus interprète mais vous faites un commentaire personnel, vous devez clairement le distinguer de votre interprétation. Vous devez interpréter des choses avec lesquelles vous n'êtes pas d'accord et faire de votre mieux à chaque fois que vous intervenez comme interprète. Et si vous ne pouvez plus faire de votre mieux dans une situation, eh bien, vous devez prendre une pause, demander que quelqu'un d'autre
prennent votre place à ce moment-là. Vous avez aussi des droits en tant qu'interprète. Demander des pauses, c'est un droit important. Les personnes avec qui vous interagissez n'en sont pas toujours conscientes. Si je suis en tant qu'assistante sociale suisse, je parle français, j'ai une requérante qui parle ukrainien. Pendant que la requérante parle en ukrainien, mon cerveau se repose. Je la regarde, mais je ne comprends pas ce qu'elle dit, j'attends l'interprétation. De même, pendant que l'interprète transfère ma question en ukrainien, je peux décrocher, je peux regarder par la fenêtre, je peux décrocher pendant quelques secondes. Un interprète ne peut jamais décrocher. Vous devez écouter ce que disent toutes les parties et vous écoutez et vous parlez 2 fois plus que toutes les autres personnes. Cela veut dire que vous aurez peut-être besoin de pause avant les autres. Donc si on vous dit, mais moi aussi je suis là depuis 7 heures du matin, eh bien, peut-être à ce moment-là, la personne est moins fatiguée parce que vous ne faites pas le même travail. Vous pouvez poser des questions si vous n'avez pas compris. Vous pouvez demander à quelqu'un de parler de manière plus simple ou plus lentement. Et vous pouvez décider en toute liberté si vous voulez partager vos coordonnées personnelles, à moins que l'organisation pour qui vous travaillez vous interdise de partager les coordonnées personnelles. Vous pouvez décliner des missions si vous en avez trop ou des mandats. Vous pouvez prendre du temps aussi pour digérer les conversations, passer du temps avec vos amis et votre famille et avoir du temps libre pendant lequel vous n'êtes pas disponible et vous n'êtes pas joignable. Même dans une situation comme la situation actuelle, vous avez le droit d'avoir du temps pour vous et de passer des moments agréables pour vous ressourcer. Et ensuite, vous allez de nouveau mieux jouer votre rôle d'interprète bénévole. 2 messages clés à retenir. Soyez toujours conscient de la casquette que vous portez. Visualisez-le vraiment comme un chapeau, une casquette que vous mettez et que vous enlevez. Là, je suis interprète. Oups, il y a les principes éthiques qui s'appliquent. Là, je ne suis plus interprète. Donc, c'est un autre cadre. Il y a peut-être d'autres principes qui s'appliquent. Ayez toujours ce triangle en tête. Analysez ce qui se passe. Est-ce que les gens sont en train de se parler ou est-ce que les deux sont en train de parler avec moi? Est-ce qu'ils se regardent? Est-ce que l'aménagement de l'espace leur permet de se regarder? Est-ce que mentalement et physiquement, je suis à une distance égale des deux parties? Restez fidèle à ce rôle d'interprète, n'excluez personne et permettez à tout le monde d'avoir les informations de manière transparente. Si après cette sensibilisation, vous avez envie d'en apprendre plus sur le rôle de l'interprète ou de vous former, vous trouvez des liens vers des ressources utiles en bas de cette vidéo. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter bonne chance, bon courage dans ce rôle et aussi du plaisir, parce qu'après tout, être interprète, c'est aussi un rôle qui est un rôle utile et gratifiant. Tout de bon, merci de votre attention.